Bonjour à tous, je suis Marc Harriman et vous avez vu l'extension de La Boum. Des scènes font leur apparition avec Brigitte Fossey, Claude Brasseur et Sophie Marceau, de son vrai nom Sophie Maupu. J'en profite pour te dire, Sophie, un immense bonjour. Je pense tous les jours à toi, ne t'inquiète pas. Et puis j'annonce une très bonne nouvelle. La Boum 3 arrive progressivement. Vous pourrez découvrir le scénario de La Boum 3 sur notre chaîne, alors restez fidèles. La Boum 3 est un scénario que j'ai écrit il y a de nombreuses années. Vous savez que Claude Pinoteau a fait La Boum 1, il a fait La Boum 2. Vous savez que les deux films sont plus ou moins censurés, c'est-à-dire ce sont des versions tout public dont certains aspects, certaines scènes ont été retirées, pouvant être choquantes ou raccourcies tout simplement. Les films sont censurés ou raccourcis en France pour avoir une large audience publique. Et puis de toute façon, c'est aussi le CSA à l'époque, c'est ce comité de censure qui, finalement, comme Claude Pinoteau ou d'autres artistes, ces gens-là étaient, si vous voulez, prisonniers d'un système. En 2025, les choses ont beaucoup changé, les artistes sont moins prisonniers d'un système. Alors vous allez découvrir, et vous avez déjà découvert, un avant-propos de La Boum 3. Certaines personnes ont vu d'étranges scènes apparaître, où Sophie Marceau parle à sa mère. Il est question d'un tueur en série, il est question d'une fugue. Alors tout ça appartient à La Boum 3. Que les choses soient claires, ça n'a rien à voir avec La Boum 1 et rien à voir avec La Boum 2. Vous êtes déjà dans le scénario depuis quelques jours de La Boum 3. Et donc dans La Boum 3, Vic est confronté à notre société actuelle, une société actuelle très très difficile pour les jeunes. Et dans La Boum 3, on va retrouver quoi comme ambiance, puisque c'est moi qui ai écrit le scénario, on va retrouver tous les problèmes de la jeunesse actuelle, en 2025. Nous allons retrouver les problèmes actuels, comme le thème du suicide, les jeunes sont assez suicidaires, le thème des drogues et des médicaments, le thème de la cocaïne, de l'héroïne, des fumeurs de joints, les booms qui sont des booms de rêverie party et plus les booms qu'on faisait en 1980. Et Vic a toujours 15 ans, confronté à notre monde moderne, partagé entre son désir d'en finir dans la vie, son désir de survivre sa vie en touchant à divers drogues. Le personnage va être confronté dans cette boom 3 à finalement notre monde moderne. Alors la boom 3 commence comment? Vous devez vous poser des questions. Alors Vic se rend à une boom qui est une boom organisée par Ludovic. C'est une boom de personnes âgées entre 19 ans et 25 ans, donc des personnes complètement adultes. Et Vic se retrouve avec ses petites copines dans cette boom alors qu'elle n'a que 15 ans. Et donc on retrouve Mathieu, on retrouve tous les personnages principaux de la boom, et eux très vite comprennent que dans cette boom un peu trop adulte, où finalement ils se sentent pas vraiment à leur aise, c'est pas leur place, il y a quelque chose qui tourne mal dans cette boom, une ambiance qui ne va pas, des rails de coke sur la table, de la drogue, des médicaments dans les verres pour droguer les filles, enfin vous avez compris. Et au départ, quand Vic arrive dans cette boom de Ludovic, qui est la boom 3, eh bien elle cherche à jouer un personnage un peu plus âgé que son âge. Elle essaye de jouer la grande fille qui aurait 20 ans. Donc elle fume, elle danse, elle fait son premier slow. Le film commence avec son premier slow, elle fume, elle essaie d'avaler la cigarette, de jouer la grande fille. Elle tourne ses yeux vers ses copains de classe, Mathieu et d'autres personnes. Et puis bon, Mathieu comprend qu'elle joue la grande fille et que là, elle est plus dans son rôle. Et puis elle fume une cigarette, puis deux, et puis fait croire finalement qu'elle est exactement comme les adultes. Elle se fait embarquer à une table auprès de deux voyous qui glissent un rail de coke sur la table et lui proposent de sniffer. Elle refuse malgré tout. C'est-à-dire qu'elle joue la grande fille, mais elle n'est pas prête à assumer être une grande fille. C'est ça le scénario. Et le film de la Boom 3 commence, il est assez terrifiant, commence par les deux mecs qui essaient de l'emmener aux toilettes pour la violer en fait, carrément, ils essaient de la violer. Donc Mathieu comprend qu'elle est en danger. Mathieu a vu quelque chose dans la bombe 3, c'est qu'un gars a glissé quelque chose dans le verre et elle commence à avoir la pupille qui se dilate. Et Sophie a la tête qui tourne,
Un des mecs la porte jusqu'aux toilettes, l'autre bloque la porte. De l'intérieur, Mathieu essaye d'ouvrir la porte, il ne peut pas. Elle se plaint, Sophie se plaint de venir l'aider, donc elle appelle au secours. Et puis elle se met à tomber, à vomir parce qu'elle a bu quelque chose. Et là, elle n'est pas une grande fille. Elle est une petite fille encore et est confrontée à un monde d'adultes terrifiant. Alors dans la bombe 3, le type baisse carrément sa braguette, excusez-moi l'expression, ça sera la seule scène un petit peu hard de la bombe 3. Il baisse sa braguette en disant qu'il va la baiser contre le mur, carrément, vous voyez, ça commence comme ça. Mathieu, affolé, essaie d'ouvrir la porte, il n'y arrive pas car la porte est bloquée, donc il se rend au bar, puisque c'est une boum qui est organisée, il tombe sur 2 punks. J'ai voulu rétablir les punks parce que c'est des gens très intéressants. Et les 2 punks refusent de l'aider. Car catégoriquement, ils refusent de l'aider. Mais c'est des punks qui font la manche, qui ont parfois un franc. Et puis Mathieu sent que Vic va se faire violer. Et ce qu'il fait pour aider sa petite copine, il sort de sa poche 500 balles. Et il offre aux 2 punks 500 francs à chacun. Et il dit il faut la sauver. Il y a 2 mecs qui essaient de la violer, carrément. Et là, les punks, ça les intéresse. Ça les intéresse parce qu'ils font la manche, ils gagnent 1 franc en faisant la manche. Et là, 500 balles comme ça, un gros billet, bah, finalement, ils acceptent. Et donc, un des punks essaie d'ouvrir la porte est complètement bloquée. Et les 2 punks vont enfoncer la porte à coups de pied. Ils soulèvent le premier mec, ils le soulèvent à 2, puis ils disent qu'il se casse ou ils le massacrent. Et puis, il voit que Vic a la chemise déchirée, donc elle n'a pas été violée, heureusement. Non, on reste quand même dans un scénario logique. Et elle a la chemise donc, qui est déchirée. Le mec, évidemment, avait commencé à essayer de la violer. Et les 2 punks, ils attrapent le bonhomme, ils plaquent contre le mur. Vic tombe, elle vomit, puisque elle est sous l'emprise de drogue. Et Mathieu récupère sa copine, il la prend sous le bras, et puis il s'enfuit de cette boum en pleine nuit. Et Vic tombe dans le fossé, il la rattrape, il la remonte à son bras, il continue de marcher en pleine nuit, il dit qu'il faut vite rentrer à la maison, c'est pas leur place ici, que c'était mieux les petites boumes qu'ils faisaient entre eux, entre les copains et copines de leur âge. Et c'est comme ça en fait commence la boom 3, par cette boom très particulière où Sophie cherche finalement à jouer la grande fille, et elle n'est pas prête finalement à devenir une grande fille. Et elle se rend compte qu'elle a fait de son côté quand même une erreur, vous voyez. Elle a fait une erreur, mais bon, c'est clair que dans ces booms-là, de 20-30 ans, t'as quand même des mecs qui sont un peu givrés. Et c'est ça le scénario de la boom 3, ça commence comme ça. Ensuite, dans la seconde scène, comme ça, si Sophie, tu es là, je te raconte, dans la boom 3, dans la seconde scène, Vic est sous l'emprise de médicaments, parce que finalement, elle est sous antidépresseur, elle va même, c'est un personnage Vic entre euh, le grand amour qu'elle recherche toujours à 15 ans et l'envie de se suicider, puisque le personnage est habité par des pensées noires dans la boom 3 où elle pense se suicider, se jeter en haut d'un pont. Et dans la boom 3, la seconde scène qui aura lieu 24 heures plus tard, c'est Vic se déplace du côté d'un pont pour se jeter du pont. Donc le malaise de la société des jeunes qui la plupart se suicident, c'est vrai. Il y a encore quand même en France beaucoup de suicides et j'ai voulu adapter ce thème dans la boom 3 du suicide. Et elle passe devant un café, un restaurant, il y a un mec qu'elle a quand même repéré, qui a presque plus d'ailleurs. Et lui aussi l'a repéré, il a vu une fille qui titubait, qui tombe. Au départ, il continue sa conversation, il s'en occupe pas trop, mais quand même, à un moment donné, il coupe la conversation. Excusez-moi, j'ai fait tomber ma clé USB. Et puis à un moment donné, il coupe la conversation, puis il suit Vic. Il la suit parce qu'il la voit tituber, la voit tomber. Alors il pense qu'elle a peut-être un malaise, et il va suivre Vic. Et c'est là qu'il découvre qu'elle monte sur un pont. Elle semble adresser une dernière prière à Dieu avant de se jeter dans le vide. Et c'est là que l'histoire de la bombe 3 commence. C'est qu'au moment où elle se jette, il la rattrape. Et il la propulse vers l'arrière, elle tombe dans ses bras. Il va attraper sa main, donc je précise. Et là, sur le moment, elle est presque assommée, elle ouvre les yeux, elle découvre ce garçon, ce nouvel amour. Et donc le grand amour la touche et la sauve. C'est le début du film La Bombe 3. Donc vous avez pris connaissance avec le début. Et dans ce film, il y a un serial killer qui est libéré. Donc vous avez déjà pu constater la scène de la fugue. Tout ça appartient à La Bombe 3.
Et Vic va être confrontée à un serial killer, elle va même mourir dans le film. Un long moment dans le scénario. Alors, j'ai pas tout expliqué, alors je vous explique en détail une partie du scénario. En fait, Vic a donné à une fille sa veste fourrée, une belle veste fourrée beige. Une fille qui était SDF, qui avait froid, vous savez qu'à Paris il fait froid. Et elle lui a même donné sa petite chaîne en or qui représente une sainte. Et puis malheureusement, Vic a été photographiée à la gare de Lyon à côté du serial killer, c'est ça le scénario. Donc elle est photographiée avec sa veste beige et son petit collier autour du cou en or. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Vic s'est débarrassée de sa veste, accidentellement elle a laissé sa pièce d'identité dedans. Elle a même offert un bijou parce qu'elle a décidé de faire une fugue, comme vous le savez. Donc elle a même offert son petit bijou. Et en fait, le serial killer, qui au départ avait prévu de tuer Vic, va tuer l'autre personne. Parce qu'elle est plus accessible et plus facile. SDF, sans moyens, sans argent. Donc il lui propose de l'emmener à Lyon gratuitement, de prendre sa voiture. Elle se fait avoir, elle se fait tuer. Quand les enquêteurs de police arrivent chez les parents de Vic, l'inspecteur de police explique que le corps a été identifié, bien qu'il est carbonisé complètement, parce que Vic était complètement carbonisé. Et le chef de la police explique qu'il y a quelques petits détails à voir à la morgue, et donc se présente sa mère pour l'identification finale. Donc la veste est reconnue de Vic, la pièce d'identité, les empreintes sont sur la veste et sur la pièce. Et puis le policier demande à sa mère l'identification finale, puisque le corps ne peut plus du tout être identifié, puisqu'il est carbonisé. Et le policier propose d'identifier un bijou. Et le policier propose d'identifier un bijou qui était au cou de la victime. Et ce bijou, c'est une petite sainte, un petit bijou en or. Alors, la mère de Vic s'approche près du corps de sa fille. Elle regarde le petit bijou et explique que elle avait offert à Vic ce petit bijou il y a une semaine. Et elle revoit dans son esprit les images où elle souriait, où elle faisait l'essayage du bijou. Et elle était contente parce qu'elles l'ont acheté ensemble. Et donc c'est l'identification finale du corps. Sa mère explique que c'est Vic, il n'y a plus aucun doute. Voilà comment la police part dans l'idée que Vic est réellement morte. Vic a fait une fugue, puis elle découvre dans la Boom 3 une première page où il la cherche. Au départ, elle s'inquiète pas trop, elle continue sa fugue, et puis c'est une grosse première page qui l'inquiète, où c'est écrit en gros Vic est morte. Et là, malgré tout, elle comprend qu'elle a fait une connerie, et ça, elle ne veut pas que ses parents pensent qu'elle est morte. Elle revient donc sur Paris, et vous savez, vous pouvez voir le petit enregistrement audio, je vous conseille de le voir. C'est le petit journal de Vic, qui est donc un extrait de la Boom 3. Voilà. Donc tous les audios que vous avez entendus, c'est un extrait du film La Boom 3, dont j'ai entièrement écrit le scénario. Donc vous vous doutez que le scénario est en béton. Hein. Je crois que les gens ont compris, vous n'êtes pas cons. Je vous ai donné qu'un aperçu du scénario, mais vraiment le scénario est en béton total. Allez, je vous embrasse, à très bientôt. Oh Sophie, je ne veux pas t'oublier, je t'aime fort. Gros bisous mon ange. Vic, ne reste pas dans l'ombre, approche. Ce matin, tu comprends, Vic, la police est venue. Et avec ton père, on était. J'ai pleuré, lui aussi il a beaucoup pleuré. Ce matin, la police sont venus cogner à notre porte pour nous dire qu'ils t'avaient retrouvé. Alors on s'est réjouis une seconde seulement. Et puis quand le policier, sur un ton dépritrice, nous a dit « On a retrouvé le corps de votre fille. Nous avons une mauvaise nouvelle. Zik est morte. » Je m'en suis voulu de toutes ces disputes que j'ai avec ton père. Et je prie jamais que tu recommences ça, de faire une telle fugue. J'ai vraiment cru que tu étais morte. Tu ne peux pas nous faire ça, Vic. Nous mettre dans la peine et dans le chagrin. Imagine si ce tueur en série t'avait vraiment tué. Tu as échappé à l'amour, mais tu peux t'estimer heureuse, c'est de justesse. Tu as eu beaucoup de chance, Vic. Tu n'auras pas toujours cette chance à la prochaine fugue. Si tu crois que j'ai encore envie de fuguer, alors tu te trompes. Pourquoi je suis partie? Je suis partie parce qu'il y a toujours des engueulades, que ça soit avec papa, avec son cabinet de dentiste, ou toi avec tes dessins. Vous êtes jamais d'accord. C'est toujours celui qui va dominer l'autre, qui va prendre le contrôle, ou de la maison, ou de sa famille. Depuis presque un mois, vous me refusez tout. Vous annulez mes boules, vous annulez mes sorties, vous annulez même
mon argent de poche pour aller au cinéma avec mes copines. À un moment donné, je me réveille le matin et je me dis, je me barre. Je fais ma vie, je les laisse tranquilles parce que je les dérange. Mais c'est vrai que dans cette fugue, avec ce tueur en série à métro, j'ai réalisé combien je vous aimais et combien vous m'avez manqué. Et je crois qu'avec tout ce qui s'est passé, jamais, plus jamais de ma vie, j'en referai une fugue. C'est la première, mais c'est la dernière, je te l'assure. Je m'appelle Vic et j'écris mon journal quand je rentre de l'école. C'est mon plaisir de pouvoir écrire tout ce que j'ai fait dans la journée. Pourtant, j'ai causé beaucoup de problèmes à papa et maman parce que pendant 15 longs jours, j'ai fait la plus grande fugue de ma vie. Une fugue qui m'a ramené très vite chez moi. Tout a commencé par un coup de blues, par un peu de déprime scolaire. J'ai quitté la maison, puis je me suis pas rendue vraiment à l'école. Je suis passée par la gare de Lyon, j'ai pris un train, et c'est à ce moment-là que j'ai été photographiée à côté d'un serial killer, un homme très dangereux, qui embarque des enfants et les tue. La caméra de surveillance a pris une photographie. J'étais juste à côté de lui. Mais pas très loin, il y avait une jeune fille qui avait froid et je lui ai donné mon manteau. Un grand manteau fourré pour qu'il ait bien chaud. C'est à ce moment-là que j'ai oublié ma pièce d'identité dans ma poche. Je me suis rendu compte de tout cela quand j'étais à 400 km de Paris. Au bout de quelques jours, il y a eu un premier article de presse. J'ai lu une page. La police cherche Vic. Dans toute la France, il y avait ma photo. Mais je me suis dit, quand on fait une fugue, on va au bout. Et au bout de quelque temps, il a dû s'écouler une semaine, j'ai vu une première page terrifiante. Il y avait écrit en gros, la petite Vic a été retrouvée, morte. Le corps complètement carbonisé. Heureusement, la police a pu l'identifier grâce au grand manteau fourré et à sa pièce d'identité. Alors là, j'ai compris que la fugue tournait au drame. Visiblement, la fille à qui j'ai donné mon gros manteau, le serial killer l'a suivi et il a dû la supprimer. Enfin, j'ai pensé ça, en tous les cas. J'ai acheté le journal, la dame ne m'a pas reconnue, et je suis rentrée sur Paris. Mais quand je suis arrivée à Paris, je me suis dirigée vers mon école. J'allais tout expliquer à mes camarades de classe, aux professeurs d'école, en espérant qu'ils appellent papa. Mais je suis arrivée, la rue entière était couverte de fleurs. Il y avait ma photo partout. Il y avait marqué « Vic, on t'aime. Vic, on ne t'oubliera jamais. Et Vic, tu seras toujours dans notre cœur. » Il y avait des bougies partout allumées. Sur le moment, j'ai cru que j'étais dans une église. Puis j'ai marché dans la grande cour de l'école. Et au milieu de la cour, il n'y avait personne. Tout le monde était au premier étage. Le premier étage, c'est l'endroit où le professeur donne ses cours. Au milieu de la cour d'école, il y avait un cercueil, mais personne autour. Je me suis approchée et il y avait écrit « Vic ». Et il y avait quelques mots posés dessus et des fleurs autour. J'ai posé ma main, j'ai fait une petite prière parce que la personne qui est dans le cercueil, ce n'est pas moi. Je me suis alors dirigée vers le premier étage en marchant silencieusement. Et j'ai entendu le professeur d'école dire au petit camarade, Vic a été retrouvée, elle est morte. Vous ne la reverrez jamais. Et vous devez faire attention de ne pas suivre n'importe qui à la sortie d'école. Il y avait le chef de la police qui a fait tout un sermon expliquant du danger de suivre quelqu'un en dehors de ses parents. Tout le monde était en larmes, il y avait des cris. Mathieu pleurait, toutes mes copines pleuraient. Et je me suis sentie tellement mal que je me suis dit le mieux, c'est de pas immédiatement dire que je suis en vie et j'ai préféré partir, redescendre les escaliers. Et j'ai été téléphonée à papa d'une cabine téléphonique en disant que tout n'était qu'un concours de mauvaises circonstances. Finalement, mon père était très gentil. Il ne m'a rien dit pour la fugue. Mais il m'a dit demain, il faudra tout expliquer. Alors, le lendemain,
Je me suis dirigée vers l'école et une messe avait commencé. Il y avait un prêtre. Tous les jeunes de l'école étaient autour de mon cercueil, enfin, du cercueil de cette pauvre fille. Et tous pleuraient. Ils étaient venus avec des mots, avec des fleurs. Et le prêtre avait commencé sa prière, commencé son sermon. Quand j'ai marché tout doucement vers le cercueil, tout le monde s'est retourné sur moi. Ils m'ont tous regardé comme si j'étais un fantôme. Il y a eu un long silence, au moins d'1 minute. Et puis je leur ai dit, papa a été trouvé la police et a tout expliqué. Et je suis en vie, je suis venue vous dire que tout va bien. Et alors, après une longue minute de silence, ils ont tous poussé des cris de joie. Ils sont tous venus me porter, me serrer dans leurs bras, m'embrasser. J'ai jamais vu autant de gentillesse et d'amour. Et c'est là où j'ai compris que ma fugue était vraiment complètement idiote. Je me suis mis en danger, mais j'ai mis aussi les autres en danger. C'est mon journal. J'aime bien l'écrire quand je rentre après l'école. Mais là, ces quarts de jour, je ne suis pas fière de ce que j'écris dans mon journal. Et Vic.